Donc, en fait, comment est née l'idée d'Alvéole? Comment c'est parti? C'est parti de mon oncle qui était sculpteur au Manitoba. Puis quand j'avais 15 ans, je suis allé pour la première fois là-bas travailler comme chef d'été. Puis on est tombé, j'étais avec Christian, en fait, on est tombé en amour avec les abeilles, puis le processus de miel, tout ça. Puis on a décidé de partir le même projet à Montréal, mais avec d'autres genres de valeurs, puis d'autres modèles d'affaires aussi. Donc vous aviez 15 ans, puis vous saviez que c'est ce que vous vouliez faire? Non, pas du tout. Okay. On allait à Manitoba comme pour faire de l'argent. C'est la meilleure place où on pouvait avoir un salaire intéressant, mais c'était des 15$ de l'heure, on allait là-bas, puis c'était la raison pour laquelle on allait faire des abeilles. Mais c'était juste une job d'été qu'on faisait. Puis Declan, vous avez rencontré là-bas? Non, on est comme seul ami, puis éventuellement il nous a joint aussi à LA. OK. Mais ouais, sur cette période-là, depuis qu'on a 15 ans, on a commencé à aller à tous les ans, puis d'avoir cette connexion-là avec ce travail-là, puis éventuellement on a décidé de partir ça. OK. Cool. Peux-tu justement parler comme. Tu vas parler un peu de ton parcours de je suis allé faire des étés, mais toi, ta personne, avant de décider de te lancer en entreprise, c'était quoi? Tu étais parti de où? Puis comment ça aboutit là au final? C'était où? C'était pas grand-chose. Moi, je suis à l'école en musique. Puis c'est pas intéressant. En fait, on était des musiciens, mes trois partners. Puis on avait un band de jazz en fait, ensemble. C'est comme ça qu'on est devenus plus amis, disons. Ça s'appelait Anglais. Tu joues quel instrument? Moi, je suis du piano. Puis dès que je joue la batterie, puis ça jouait ça. Mais on avait un genre de band corpo quand on jouait des. Et peu importe, ça va pas. Non, mais un plug. En passant, c'est ça des gigs, là. C'est ça d'avoir ça des gigs. Parce que tu sais, t'as le temps pour ça, hein? Dimanche après-midi, moi, j'ai rien. Mais c'est ça mon background plus académique, c'est la musique, les séances aussi. Puis j'ai commencé à travailler pour une compagnie qui s'appelle Essence, qui s'appelait, je sais plus si vraiment c'est encore, qui fait de la bouffe végétalienne, tout ça, qui ouvrait des restos. Puis j'étais là pendant 3 ans, j'ai appris beaucoup à comme, gérer plus le côté business un peu. J'étais pas gestionnaire à cette fois-là, mais je travaillais très près de ceux qui étaient gestionnaires, donc c'était super intéressant. Puis de là, on a ouvert Alvéole un peu avec ces connaissances-là. Puis là, entre amis, on voulait compartir. Là, mais c'est vraiment parti sans plan d'affaires, avec rien. C'est parti super simple. Super. Mais justement, peux-tu nous dans un premier temps, dire c'est quoi la naissance d'Alvéole, comment c'est né? Puis, dans le fond, c'est quoi? Okay, c'est un portrait global de l'entreprise. C'est né de nous qui allons au Manitoba pour faire la peinture. Puis après, on est revenu à Montréal, on s'est rendu compte que les gens étaient sans ville. On était en l'hiver, en fait, on avait des gens qui faisaient ça sur les toits. On disait, nous, on peut faire la même chose. On a des compétences, on a fait ça depuis 15 ans. Puis, ça a l'air vraiment trippant. On vient de la ville, on vient de Montréal. Alors, on a parti les premières ruches sur le toit, vraiment comme expérience, voir si ça peut marcher, si ça va fonctionner. Puis, les premières ruches qu'on a installées, c'était juste pour faire du miel. Les ruches, on fait du miel, on va donner ça à nos amis, ça va être pour nous. Finalement, il fallait trouver des sites pour mettre ces ruches-là. On ne peut pas les mettre chez nous, on n'a pas vraiment de place. Donc on a approché des gens, des compagnies, tout le monde qui voulait avoir des ruches. C'est eux qui ont comme créé notre modèle d'affaires pour nous finalement. Ils étaient intéressés d'avoir des ruches, ils étaient prêts à payer pour avoir des ruches, les employés montaient, ils participaient. C'était très informel, mais il y avait vraiment une curiosité autour des abeilles. Puis c'est cette première été-là qui a comme construit le plan d'affaires autour de l'Alvéole, qui est finalement pas basé sur le miel, mais qui est plus sur la bande de sacrifice. Alors plus un modèle éducatif, moins un modèle de production. Okay. À la base, c'était un modèle de production. Votre but, c'était de produire un miel, tout simplement de vendre du miel. Comme tout le monde au monde, il y a la culture un peu dans tous les pays du monde. Tout le monde sait pas la même raison. C'est avoir des abeilles ou produire du miel, puis sucrer ses thés. C'était l'idée de base qu'on avait. C'est juste qu'on a découvert une autre facette de la culture qu'on connaissait pas avant. Puis c'est le côté éducatif, le côté de fascination. On avait les ruches ouvertes, il y avait 50 personnes qui arrivaient à poser des questions. Dans le fond, l'opportunité d'affaires est vraiment émergée de votre expérience terrain au final. Ouais, on peut dire ça. Cool. Fait que votre mission a changé, j'imagine? Non, parce que c'était pas une entreprise au début, c'était vraiment comme un projet d'amis. Alors quand on a organisé ça plus comme entreprise, ça a toujours été la même mission. La mission, c'est de connecter les gens à la nature. Donc c'est de dire, si les ruches sont sur les toits, les gens viennent participer à ça. Nous, on ouvre la ruche pour créer cette connexion à la nature, puis les gens viennent savoir en ville. Ils voient les abeilles, ils comprennent le rôle que les abeilles ont dans l'environnement, le rôle qu'ils ont sur l'écosystème, tout ça. Puis
ça leur crée une connexion un peu plus forte avec la nature qu'il y aurait sans ça. OK. Le gros truc qu'on apporte à la table, c'est la conscientisation. Le fait que les gens changent d'ordre, puis que les politiciens sont plus intéressés par ça. C'est pour ça qu'on le fait en ville, c'est que je pense qu'au Canada, c'est 80% de la population qui vit en ville. Si tu n'adresses pas ce problème-là directement où les gens sont, c'est très difficile de se sentir interpellé par cette problématique-là. C'est juste une autre problématique. C'est comme, on devrait sauver aussi les baleines, on devrait sauver aussi. Dans ce cas-là, quand les ruches sont sur le toit, c'est comme, c'est plus juste des abeilles, c'est nos abeilles qu'on a vues, qu'on a dit avant. C'est ça qu'on travaille, c'est ça. Fait que la nature est au cœur des valeurs de l'entreprise. Genre, tu définirais les valeurs de l'entreprise. L'éducation. L'éducation. Plus que la nature. Je veux dire, la nature fait partie de ça, mais c'est plus relié à l'éducation. Quand on parle de nos valeurs fortes, ça serait l'éducation, ouais. C'est d'engendrer une prise de conscience, en fait. Ouais, une prise de conscience, le transfert de connaissances, une connexion, puis après, la nature fait partie de ça. On veut absolument que les gens aient découvert la nature. On pense que les gens n'ont pas cette connexion-là, mais on ne vit plus la nature, on n'est pas dépendant de la nature. Alors, ça fait qu'on peut vivre notre vie entière sans cette connexion-là. Notre croyance, si on veut, c'est que si tu as une connexion forte avec la nature, ben, tu as aussi you care for nature. Alors, éventuellement, tu fais des actions qui sont plus intéressantes et qui vont améliorer la nature. Fait que segment produit, on va commencer avec le produit. On a un petit peu survolé en faisant les premières questions. Ouais. Là, au départ, c'était le miel, donc vous aviez comme un produit. Aujourd'hui, comment est-ce que tu qualifierais? Est-ce que vous avez encore un produit qui est central ou c'est une panoplie de produits? Quel est le produit qu'Alvéole offre? Je vais prendre ma question. Non, mais c'est bon. Le plus gros produit, c'est les services d'agriculture. Alors, c'est des services seulement de location et d'entretien de ruches sur les entreprises. OK. En d'autres mots, les entreprises payent pour avoir un service. Nous, on vient installer la ruche chez eux. On s'en occupe sur toute l'année. Le miel retourne à ces clients-là. Puis eux payent pour le genre de former le client même, où la ruche est installée, puis tout le travail est fait, puis le miel leur retourne à la fin de l'année. Alors, nos clients deviennent des mini-producteurs de miel. OK. Puis, si je me rappelle bien, vous avez un volet business, vous avez un volet individu, puis aussi le volet éducatif qu'on pourra peut-être parler à la fin, que j'imagine une approche complètement différente. Non, mais en fait, on divise écoles, notre service d'agriculture, on le divise en 3 segments. Le segment particulier, donc pour les gens à la maison, le segment entreprise, puis le segment école. Donc, ça se divise de même. Après, nos autres produits qui ne sont pas service d'agriculture, il y a du miel, il y a de la vente d'équipements apicoles, donc l'équipement pour répartir sur l'agriculture. Il y a des cours, donc des formations qui sont faites où les gens peuvent venir suivre des formations en agriculture. Et c'est tout. C'est ça m'amène au coût, tu sais, en fait, comment est-ce que vous faites comme des package deals, dans le sens c'est le nombre de ruches que tu as. Est-ce que c'est un coût à l'unité, genre prendre la ruche, ou ça dépend de ce que tu veux faire avec la ruche, genre si tu veux créer du miel et des baumes à lèvres et des... C'est plus une expérience, hein. C'est moins sur la quantité de ruches. La quantité de ruches joue un petit peu, là. Mais c'est plus dire, est-ce que tu veux une expérience où tes employés vont monter 3 fois par année sur le toit pour aller voir les ruches, ils vont avoir une activité où on va faire la transformation de miel, puis ils vont voir tout le processus, ils vont voir la reine, peu importe. Ils vont avoir des produits dérivés à la fin de l'année, ils vont avoir une webcam sur la ruche. Ça dépend un peu des packages qu'ils veulent, de la visibilité qu'ils veulent, mais c'est beaucoup relié à l'expérience qu'ils vont vivre avec les ruches. Si c'est une ruche qui n'est pas visible du tout, on va faire un package plus digital où ils vont avoir un genre de portail avec leur ruche, des données en temps réel, des caméras. Si c'est plus visible, c'est disons dans une école, ben là, on va beaucoup plus accès éducatif. La ruche est un peu moins belle, mais on travaille sur plus des ateliers et des enfants participants. Le miel est vraiment qu'un produit dérivé de cette expérience-là. L'intérêt principal de nos clients, c'est pas nécessairement d'avoir du miel, mais c'est d'avoir cette expérience-là. Ils payent pour l'expérience d'avoir des ruches, puis nous, on crée cette expérience-là. Okay. Donc à la base, ils payent pour avoir la ruche sur le toit, pour que les employés puissent voir la ruche, pour apprendre comment ça fonctionne, pour voir... c'est la démarche, le processus est plus important que les autres. C'est peut-être mon impression à travers les discussions qu'on a eues dans les dernières années. Il y a quand même une partie de la production du miel qui est faite sur le territoire de Montréal que vous récoltez, vous, et vous commercialisez. Oui, c'est une très petite partie de nos revenus. Okay. Donc, dépendant des années, entre 5 et 10% des revenus, mais la majorité de nos revenus viennent des services d'agriculture. Donc, le miel fait partie de ça. Là, quand on a des clients, on leur redonne la totalité du miel qu'ils ont produit sur leur toit. Donc, on produit beaucoup de miel, c'est juste que c'est pas nécessairement... Ça affiche pas sur nos revenus comme ça affiche pas pour les ventes de services. Okay. C'est pour ça que vous vous occupez de vendre un surplus de miel
Ouais, Super vient juste de nos ruches à nous. Ah, de vos ruches. Puis on fait plus ça pour. Je sais pas pourquoi ça. En fait, on fait ça parce qu'on a un petit peu. Il faut qu'on ait des ruches à nous pour être capable de subvenir aux besoins de nos clients, là, puis c'est des problèmes avec les ruches. Donc on peut remplacer les ruches. Puis quand on a des ruches, ça produit automatiquement du miel. Donc on finit par avoir des ruches dans plusieurs quartiers de Montréal pour comme backup si on veut. Puis quand ces ruches-là produisent du miel, on l'appelle le miel de quartier. Alors on vend le miel de Westmount, le miel de Saint-Henri, le miel de Rosemont. Puis ça devient comme un effort marketing aussi. Quand on vend ça, la compagnie ça peut se connaître. C'est pareil. Tu vas de joindre ici à l'agréable, dans le fond. Oui, c'est fun. Puis on fait des coffrets à la fin de l'année où on a 4 miels de chaque quartier. L'apiculture humaine peut être une espèce de réponse à ce problème-là d'une certaine manière. Oui, c'est les. Mais c'est des discussions qui sont un peu poussées. C'est pas nécessairement l'ajout d'une ruche qui règle le dossier, c'est plutôt l'impact social que ça peut avoir cette ruche-là. Alors quand il y a des gens qui comprennent pourquoi les abeilles vont moins bien, c'est plus là la force. La ruche en tant que telle, physiquement, ces abeilles-là sont pas assez nombreuses pour être capables de contrer un déclin des abeilles. Par contre, les gens autour de la ruche dans ces activités-là, des fois par des milliers de personnes, c'est comme une ruche autour d'une entreprise avec des communications, mais là c'est des milliers de personnes qui peuvent être plus au courant de cette situation-là, qui prennent des décisions en conséquence. Alors l'impact est plus social, disons, au premier niveau, puis là ça se transforme en des impacts plus écologiques après ça. Justement, les clients, est-ce que c'est tous les quartiers de Montréal qui en font partie actuellement ou il y a des quartiers qui sont encore réfractaires? Non, à Montréal, c'est partout. Okay. Ouais. C'était réfractaire au début, mais on a fait changer l'alimentation dans beaucoup de quartiers. C'est partout. Okay. Puis nous, on est petits à Montréal, mais on s'est Rive-Sud, Rive-Nord. On va jusqu'à 30 km autour de Montréal. Autour de... Fait que moi, je suis à Verdun, fait qu'il y a du miel de... Ouais, on doit avoir une cinquantaine de places à Verdun pour des ruches. Ça... OK. Puis c'est ça, dans le fond, là, je vais juste faire une petite recap, dans le fond, sur la client. Dans le fond, on les a cernés, les trois différents vos trois grands groupes de clients. On a vu qu'il y a un besoin de base qui n'est pas celui du miel, mais le désir d'avoir une ruche, puis l'effet d'apprentissage, j'imagine, puis bon, d'avoir une certaine vocation sociale à travers l'entreprise aussi. Est-ce qu'il y a d'autres besoins que vous avez identifiés particuliers par rapport aux clients que je peux peut-être mentionner? Ou une problématique à laquelle ça vient répondre pour ces clients-là? Ouais, le problème, c'est le développement durable. Beaucoup de compagnies sont obligées de faire du travail au niveau du développement durable, de la récupération d'eau, des toits verts, c'est comme ça. Donc ça rentre dans cette même problématique-là, qui rentre dans l'expérience aussi, mais des fois c'est juste pour être capable de faire sa part, disons. Puis non, je pense que c'est un peu mon problème. Fait que dans le fond, à travers le processus, j'imagine que vous avez eu des problématiques qui ont surgi, dans le fond, de la part du client, dans le fond. Des réticences, des embûches qu'il a rencontrées, des peurs, des craintes, des affaires qui étaient désagréables. Tu peux souvent en nommer quelques-unes peut-être, puis dire comment vous avez répondu à ça ou comment vous essayez de répondre à ça? Oui. Ben, la principale, c'est la crainte des abeilles. C'est la peur de se faire piquer, le danger. C'est le numéro 1 contre lequel on se bat, c'est de se battre contre les préjugés finalement que les gens ont vis-à-vis des abeilles. C'est pas dangereux une abeille en tant que telle. C'est la preuve qu'on a des centaines de sites qui ont des ruches qui ont des problèmes. Mais à la base, les gens ont peur. Alors pour nous, c'est une grosse problématique. C'est que oui, les gens veulent faire quelque chose au niveau du développement durable. Oui, les gens sont intéressés à avoir des... On en a beaucoup là. Dans ce qu'on fait, c'est toujours à tous les jours, il y a une bonne anecdote là. Mais il y a une fois où une de nos ruches a essaimé, c'est que la ruche se divise en deux, par la moitié des abeilles partent. C'est comme ça qu'ils se reproduisent. Puis on fait tout pour pas que ça se produise parce que c'est quand même 30 000 abeilles qui partent d'un coup de la ruche. Puis c'est pas un peu stressant pour d'autres personnes de voir ça. Puis la ruche atterrit sur un coffre de voiture au milieu du centre-ville. Ils ont bloqué le centre-ville. Il y a presque 4 points de rue bloqués. Il y avoir 10 camions de pompiers, 10 polices là-bas, ça. Les ambulances, ça. Personne ne veut s'approcher. C'était comme si c'était l'apocalypse. C'est le moment où on s'est demandé. Vous êtes avec votre petite camionnette. Ouais, c'était avant de la camionnette. Je pense qu'on est arrivé en civique, en babouche. C'était pas super beau. Mais c'est le genre de moment où tu te dis est-ce qu'on est à bonne place. OK. Mais on l'a continué malgré ça. Ça arrive encore, on a ça tous les ans, on a des moments vraiment intenses comme ça. Puis des fois, la presse, ils vont faire des médias, des articles un peu intenses quand ça arrive. Puis on se bat un peu toujours. Bon, on se bat pas contre ça. On est
Je pense que vous avez quand même autant d'appels. On n'est pas juste Ah oui, on a pour plus de recréer la belles. peur qu'on a réussi à atténuer. Tu sais, avec des histoires Oui, comme c'est ça, ça, où les c'est gens vraiment font les deux. comme, mais est-ce que c'est dangereux finalement? Ok. Exactement. Qu'est-ce qui a fait qu'ils sont partis? Comment est-ce que vous faites pour justement pas qu'ils se séparent? On essaie de le reproduire. C'est que si, dans le fond, c'est quand la population devient assez forte, il décide d'élever une nouvelle reine. Il y a juste une reine par ruche. Et au début, il y a 50 000 abeilles dans une ruche. Il y a une reine. Puis quand la ruche devient assez forte, puis les conditions environnementales sont intéressantes, genre il y a beaucoup de miel qui est disponible dans l'environnement, il y a beaucoup de nectar qu'ils peuvent aller chercher, ben là ils sont comme, ok, ben ça va se faire bien, on se divise en deux. Comme ça que l'individu se reproduit. Quand il se divise en deux, il élève une nouvelle reine. La nouvelle reine reste dans la vieille ruche, puis la vieille reine part faire une nouvelle ruche avec la moitié de la population, puis la moitié du miel aussi. Là, tu as deux colonies, l'année suivante, ça se divise comme ça, c'est comme ça que l'espèce peut se reproduire. Nous, ce qu'on fait, c'est qu'on essaie d'identifier quand ça va se passer, puis on essaie de le faire pour eux. Alors, on dit, OK, ouais, on va vous utiliser. Au lieu que vous ayez dans l'arbre du voisin à 50 pieds ou un capable d'arrêter, on va le mettre dans une ruche à côté qu'on est capable de transporter pour la porte ailleurs. Alors, on fait comme une division artificielle, si on veut. Pour elle, c'est comme si ça s'était passé. Pour nous, c'est que, ben, au moins, c'est contrôlé, on est capable de partir avec ça. Vous avez une nouvelle ruche au final. Ouais, ce que tu es obligé de faire, là, c'est que c'est leur instinct. Puis quand ça se passe, c'est pas dangereux. Là, c'est pas, ça a l'air dangereux, mais ils sont toutes galvéniennes. C'est quand ils partent. Puis on le voit aujourd'hui. Quand on commençait il y a 5 ans à faire des pitchs, les clients disaient vous s'intéresser, ou les écoles, c'est encore pire. Une école primaire d'avoir une ruche là, ils disaient tout de suite non, c'est impossible d'aller à la deuxième étape. Puis là, on est rendu au-dessus de 100 écoles qui ont des ruches. Alors, le travail éducatif a porté fruit, il continue à porter fruit, mais c'est beaucoup plus simple maintenant de parler d'abeilles que c'était une expérience unique où les gens se vont avoir des cadeaux corporatifs exceptionnels, disons, mais c'est un peu dur d'accepter d'avoir une ruche sur le toit avec 50 000 abeilles. Donc nous, c'est dire, ben, tout ça va venir quand vous comprenez que c'est pas dangereux nécessairement. C'est comme notre problématique principale, puis c'est ça que les clients vivaient, c'est cette peur des abeilles. Cool. Je pense que c'était assez. C'est sur ça que je m'enlignais, disons. Puis, dans le fond, pour essayer de réduire cette crainte-là, quelles sont les démarches que vous mettez en place? Ben, c'est basé sur les valeurs de la compagnie, c'est l'éducation, donc c'est de le pousser beaucoup sur briser ces mythes-là et d'avoir beaucoup d'informations. Donc, sur nos sites web, on l'a fait. Gratuitement, il y a une trentaine de vidéos professionnelles qui ont pris beaucoup d'argent à faire, mais qu'on offre gratuitement au public. On fait beaucoup d'activités dans les écoles, on fait beaucoup d'activités médiatiques aussi, on va faire des choses. On fait un calendrier nu une fois par année qui est important au niveau des. Non, mais les gens rient, mais on le fait pour cette raison-là. C'est un calendrier où on se met complètement nu avec les abeilles. C'est pas obscène, là. Mais l'idée, c'est de dire, puis ça, tout le monde, à tous les ans, on va le sortir dans quelques semaines. Tous les ans, on en parle beaucoup, puis l'idée, c'est encore de dire, regarde, c'est tellement pas dangereux qu'on peut se mettre tout nu avec ces abeilles-là. Donc, on fait toutes sortes d'activités qui sont reliées à réduire la crainte que les gens ont sur les abeilles. Sinon, ben, dans le fond, le dernier volet, la proposition de valeur, on parle des attentes du client. Ouais. Fait que quand un client vous approche, est-ce qu'il exprime des attentes particulières? Je sais qu'on a déjà un peu couvert, mais si tu peux juste les exprimer de manière concise. Ça dépend un peu, je veux dire, pour être transparent, la business est assez comme unique. Il y a pas, en tout cas, ça que je veux dire, c'est que des fois, c'est un peu compliqué à cerner exactement ce qu'on fait, parce qu'on est comme justement dans plusieurs. On a le côté éducatif, puis on produit du bien, puis on fait des expériences clients, on fait des ateliers, des choses comme ça. Alors, des fois, les gens ils approchent pour une de ces différentes raisons-là. C'est pas toujours pour la même raison. Nous, on essaie de les guider en direction. Est-ce que quelqu'un nous approche et dit, je veux produire du miel? C'est intéressant. Mais tu pensais aussi au côté social, qu'est-ce qu'on peut avoir, le côté team building, le côté toutes ces choses-là. Mais généralement, c'est pour une question d'environnement et de développement durable. Si on peut faire un geste pour l'environnement, puis nous approche dans OK. Bon. On parlait de valeur, la valeur qu'eux, ils sortent de cette affaire-là, c'est pas juste d'avoir la ruche et de dire dans la ruche. La valeur qu'eux ont, c'est le plus d'employés qui sont engagés dans cette situation. Le plus d'employés qui savent où il y a la ruche, X compagnie fait ça pour ses réseaux web qu'on vend. Le mieux que les gens comprennent ça, le plus ils sortent de valeur de cette. Si tu penses que ça leur coûte 7 000 $ faire un projet, fait qu'il y a plein d'employés qui ont participé à une activité unique, qui ont reçu un cadeau, qui ont fait ça, la chose à voir, pour eux, le prix devient absolument rien. Alors, le travail qu'on fait avec eux, c'est comme sur des périodes de 3 ans, dire on va essayer d'engager le plus possible, d'aller chercher plus d'employés qui ont participé à ça. Donc, quand on travaille le long terme avec eux et qu'ils comprennent, ça fait beaucoup de sens pour eux de continuer à perpétuer parce que c'est
c'est plus que juste ce qu'on payait pour le business, c'est aussi ce qu'on payait pour le développement là-dedans. Ça s'accumule graduellement. Alors là, peux-tu nous parler un peu de l'application mobile que vous avez développée? L'application mobile qu'on a développée, c'est une application qui prend toutes les arbres de Montréal et qui détermine dans un rayon de 3 km autour de ta maison, là tu rentres ton adresse, les arbres qui vont produire du nectar, qui produisent du nectar pour les abeilles. Puis ça dit vraiment la pastille, un peu de goût, le style un peu SAQ. Il dit ben, toi combien il y aurait cette pastille de goût-là qui serait X% de tilleul, X% d'arbres fruitiers, X% de prêt. On l'a un peu arrêté parce que c'était vraiment spécifique à Montréal. Puis on l'a pas vraiment développé pour les autres villes où on est présent, donc c'est un peu en hold, mais ça c'est le début de l'application. L'application qui n'est pas publique, mais que nos clients ont accès, ils voient toutes les inspections. Alors chaque fois qu'on fait un check-up sur une ruche, ils reçoivent une notification qui dit en passant on a fait un check-up, voici combien d'abeilles dans votre ruche, est-ce que la reine se passe bien, est-ce qu'il y a une maladie, combien de miel en ce moment, tout ce qui se passe avec la ruche. Alors eux peuvent suivre, visiter dans tout ce qui s'est passé avec la ruche. Puis ils ont un portail qu'ils peuvent partager aussi. Ils peuvent dire, bah, regarde, tous nos employés peuvent voir ce qui se passe avec la ruche en ce moment. Segment marché, est-ce que vous avez une idée de qui est votre client type? Tu sais, genre, est-ce que vous avez comme un portrait de votre client en tête? Ouais. C'est beaucoup des entreprises. C'est des entreprises assez grandes. C'est la grande entreprise. C'est plus la PME. Hein? C'est plus la PME. Ouais, il y a la PME, mais Majoritairement, c'est la grande entreprise. Qui ont des valeurs environnementales, qui sont, ça remplit beaucoup d'entreprises dedans, mais qui ont un intérêt de développement durable. Et souvent, des compagnies qui ont une branche immobilière. Donc, c'est une banque, ils ont un Desjardins, qui est Desjardins, mais ils ont aussi 400 différentes succursales au Québec. Il y a un côté très fort au niveau immobilier. C'est effectivement qu'on parle souvent. Souvent, c'est des ruches qui sont sur le toit, on parle de bâtiment, on parle d'immobilier. Alors, c'est même chose si c'est SAQ, mais pas qu'avec SAQ, mais on travaille avec le côté immobilier là-dedans. C'est des grosses entreprises sur le côté immobilier. Par curiosité, tu peux me donner peut-être une petite proportion, vite fait, particulier entreprise, école, en pourcentage? En chiffre d'affaires ou en quantité? Ben, chiffre d'affaires, non, peut-être plus en quantité d'individus. Disons, de ruches. En quantité de ruches, c'est à peu près moitié-moitié. En chiffre d'affaires proportionnel juste aux deux, ça va être à peu près 80% d'entreprises, 20% les personnes. Moi, j'ai une question un peu plus par rapport à l'apprentissage, comme dans les ateliers et tout. Ouais. Est-ce que tu as comme déjà un peu un scénario de comment se passe un atelier, quels sujets sont abordés? Ah oui, parce qu'on en donne 2000 par année. On en donne beaucoup là. Donc il y a un script, il y a des vidéos en ligne pour notre staff, puis le monde y suit finalement vraiment un plan de cours qu'on a établi. Puis après, ils jouent avec ça, là, quand un groupe qui s'adapte à ça, mais on donne des formations à comment gérer un groupe de présentation. Ils ont des scripts, ils ont des outils, ils ont tout ça, c'est assez clair. Puis il y a une série de différents ateliers. Donc il y a un atelier où on va tout à côté de la ruche, on ouvre, puis on trouve la reine, puis on retourne bien dans la ruche. Il y a un autre atelier où on sort des rayons, les clients sont pas là, on descend dans la cuisine, je sais pas où, puis là on fait une extraction, on apporte la petite machine qu'on peut transférer, mais dans tout est scripté, c'est quand même important que tout le monde ait une expérience égale. Si c'est quelqu'un qui est super bon dans les ateliers et que l'expérience est fun, c'est cool, mais si quelqu'un est un peu moins à l'aise et qu'il n'a pas les outils pour le faire, c'est une bonne chance, c'est difficile, etc. Pour le standardiser, c'est un peu moins fun pour les gens qui sont super bons, parce qu'eux, ils doivent être un peu plus dans les lignes. En même temps, c'est beaucoup plus facile pour tout le monde qui commence, qui ont de l'expérience. J'imagine que pour les enfants, mettons pour les écoles, c'est pas la même chose que pour les entreprises. Non, on a une série d'ateliers pour les écoles et une série d'ateliers pour les entreprises. Tu sais, faire les écoles, c'est vraiment cool, mais ouais, c'est une autre affaire par exemple. C'est un peu plus difficile d'identifier exactement c'est quoi. Je pense que le plus qu'on aurait d'avance sur quelqu'un d'autre qui devrait faire la même chose, c'est les procédés et ce qu'on a développé dans les 5 dernières années. C'est, comme je disais au début de l'entrevue, c'est assez compliqué comme entreprise parce que ça dépend beaucoup de la nature. Il faut que tu prédises justement, les catastrophes, s'il y en arrive quand même avec les ruches, c'est pas toujours parfait. Donc ça fait 5 ans qu'on développe tous les outils, les outils informatiques qui gèrent ça, qui déterminent qu'est-ce qu'on fait à quel moment sur une ruche, à quelle fréquence on visite une ruche, à quelle fréquence on va faire quelque chose de ruche-là, qui bâche l'information, qui la partage au public. Alors, le côté
je pense, opérationnel et informatique, c'est peut-être ça qui nous différencie le plus. C'est que tu peux faire ce qu'on fait avec un gros pad jusqu'à peut-être 3 employés, 4 employés. Puis après ça, le step est vraiment énorme de pouvoir bien gérer ce qui se passe. Ça, on a commencé dès le début. On a 3 développeurs à temps plein qui travaillent juste sur les outils opérationnels internes. Donc c'est plus, je pense, ça qui nous différencie du reste. Je souhaite qu'il y ait des compétiteurs, ça serait le fun, ça serait plus, il y aurait plus de challenge. Mais c'est qu'il faut être vraiment bon en application pour les gérer. Il faut avoir un système informatique super solide pour être capable de gérer tout ça. Il faut avoir le côté design branding super fort, parce que ce qu'on vend finalement c'est aussi une expérience qui doit être brandée, alors que nos clients sont des gros liens de branding traités. Il faut avoir toutes les côtés communication, il faut avoir tous les côtés service à la clientèle, il faut être capable de gérer les opérations. C'est comme vraiment beaucoup tout qui est assez difficile à gérer. Alors ça. Ouais, on le voit là, on arrive dans d'autres marchés où il y avait des compagnies qui faisaient ça avant, puis qui nous cèdent et disent ils arrêtent parce que c'est compliqué. Alors, on a. Je sais pas ce qu'on a fait de particulier, là, mais on a organisé un peu les choses différemment, qui font qu'on s'en sort un petit peu, mais c'est pas facile quand même. Ouais, puis des choses d'ordre aussi de valeur de mission. Disons pour nous, c'est lourdement syndiqué. On a tous nos employés vraiment occupés seulement un mois par année. Mais depuis le début, on paye pour tout le monde à des jobs à l'année. Ils continuent 4 mois par année. Donc, ils travaillent sur d'autres projets, d'autres affaires. Dans le bureau, on les garde toutes, on regarde vraiment tout le monde. C'est très difficile financièrement à ces moments-là. C'est vraiment le moment où tu dirais, rentrez donc toute la maison. Tout le monde part en vacances là. Hein? Tout le monde part en vacances là. Ouais, ça, je voudrais dire ça parce que ça surgerait beaucoup sur le payroll. Mais en même temps, tu hypothèques ta saison prochaine. Nous, on a toujours gardé tout le monde. Ça fait qu'on a gardé notre monde beaucoup. Je parlais de rétention. On a gardé beaucoup de nos employés, on a gardé beaucoup de nos clients parce qu'on était toujours là pendant l'hiver. Puis même si c'était très difficile financièrement puis qu'il y n'avait pas quelle personne saine aurait juste dit à tout le monde de partir, le fait qu'on a gardé tout le monde parce que c'était super important pour nous, je pense que ça fait aussi qu'on a, à terme, on a des meilleures personnes qui ont plus d'expérience, qui se voient dans la compagnie beaucoup plus longtemps, qui voient ça comme une carrière possible, pas juste comme une job d'été. Je pense que ça nous donne aussi, ça nous différencie aussi avec d'autres personnes qui font ça. Ça fait partie de toutes nos conversations qu'on a avec tout le monde. On s'assoit dans une salle avec un client, puis c'est la première question qu'il va avoir. Alors, tout notre effort autour de ça. On a fait beaucoup de vidéos aussi internes qu'on partage pas nécessairement en public, mais qu'on montre qui sont pas dangereuses. Ouais, donc, on le mesure pas nécessairement, mais c'est disons directement relié à nos activités. Si on faisait pas ça, on ne pourrait pas avoir le restant de la business. Mais dans le fond, 80% de votre travail, c'est genre la communication du marketing, puis le reste, c'est de la veille. Peut-être plus 50-50, mais oui, c'est aussi important pour nous le côté apiculture que le côté communication. Si on peut faire exactement ce qu'on fait à la campagne, on n'aurait aucun côté communication à faire, si on va juste produire du miel, c'est super simple. L'idée de le faire en ville, c'est de pouvoir avoir l'autre 50% d'impact social, c'est ça? Cool. Bon, next, question de valeur. Je vais aller dans mon petit document parce que là, je sais plus ça qu'on a même Ça, on va faire le tour de ce sujet-là. Ouais. On va passer par un modèle d'affaires maintenant. Ben, le modèle d'affaires aussi, on l'a dit comme relation client, nous on l'a fait. Ouais. Segment du marché. C'est plus, je te dirais, est-ce que tu peux nous faire une petite liste de fait des activités clés de la business? Dans un processus, c'est quoi dans le fond, les activités à valeur ajoutée? C'est genre, justement, l'aspect genre comptabilité, finance, HR. Ça peut aussi faire, comme tu dis, les vidéos que vous mettez en ligne. C'est pas nécessairement quelque chose pour lequel vous êtes rémunéré, mais c'est une valeur ajoutée parce que en faisant créer un réseau social, vous êtes connu, donc c'est bien évidemment la partie où vous construisez des ruches, assembler vos ruches, les abeilles, aller porter ça chez le client. Oui, c'est un système à valeur ajoutée parce que c'est ça qui permet quand même de générer du revenu au final. Fait que ça aussi, ça peut être un système à valeur ajoutée. Ouais. En plus, mettons les activités que tu ne pourrais pas sous-traiter. On va mettre ça comme ça. On va aller dans une direction pour dire si ça suit votre réponse. L'apiculture en tant que tel, juste le core de ce qu'on fait de l'apiculture sur les toits en ville. Il y a toute la personne qui fait ça.
on transforme finalement une pratique assez typique et qui est la culture que beaucoup de monde peut faire. La gestion de ruches, c'est pas quelque chose qui est vous organisez pas, mais il y a beaucoup de monde qui font la gestion de ruches. Mais gérer sur des ruches sur des 30e, 40e étages de toit à Montréal, ça prend une certaine expertise que très peu de personnes. C'est assez compliqué, il y a toutes sortes de choses au niveau de la ville qui se prend en considération. Les autres choses qu'on avait à rajouter, c'est pas quelque chose qu'on vend, mais disons au niveau formation, c'est dur d'avoir des agriculteurs comme on a qui font ce travail-là. On travaille beaucoup, on envoie tous nos employés qui font de l'agriculture au Manitoba par année pour commencer à faire de la formation à la alors, c'est quelque chose qu'on vend, mais oui, c'est quelque chose qu'on vend. On vend du service dans ces ruches, puis on n'a pas des gens, on a des gens de la ville qui sont très très bons à parler aux gens, qui connaissent bien la ville, qui ont de bonnes références avec ça. Mais en même temps, on les envoie au fin fond du Manitoba pour se faire former avec des agriculteurs commerciaux qui font des centaines, des milliers de tonnes de miel par année. Alors, il y a comme une belle balance d'agriculteurs commerciaux avec des gens de la ville qui peuvent faire le côté éducatif, disons. OK, cool. L'autre chose, c'est plus au niveau de production aussi, on fait beaucoup de produits dérivés aussi du miel. On est tous un peu dans la catégorie miel, mais disons pour les clients entreprises, non seulement il y a la ruche sur le toit, mais on va aussi faire, disons, des savons, des bombes à lèvres, des chandelles, toutes sortes de choses qui viennent des produits de leur toit. Donc là, quand on fait la ruche, c'est super intéressant parce qu'au lieu d'acheter des choses qui viennent de ville, c'est comme si on a créé toutes sortes de produits qui sortaient de leur ruche. Alors tous les ans, Cascade va redonner 5000, disons, chandelles à ses employés ou va donner whatever. Alors, nous, on fait toute la transformation de ça aussi, qui est, en tant que tel, beaucoup de gens font ça, de la transformation de produits, mais très peu le font avec cette même histoire-là, si on veut, en sortant les produits de la ruche qui est la qualification que ça va être. Après, au niveau de la valeur ajoutée, ouais, c'est cool. Et puis bon, là tu nous expliques c'est quoi ton produit dans le fond, mais mettons si on met une valeur monétaire là-dessus, juste pour avoir une petite idée, c'est quoi votre structure de prix pour savoir comment vous générez du revenu. Peux-tu nous exposer un petit peu, ça ressemble à quoi? Ouais, je dirais que le package moyen doit être entre 5 et 10 000. Parce que la moyenne, c'est 6 000 quelque chose par client. Puis ça, il y a quand même un range, il est dans le je dirais. Ça commence à 2,5 à peu près, mais ça peut monter, on a des contrats à 100 000, où c'est comme genre. On parle vraiment de business par contre, d'entreprise. Oui, genre. Particulier, c'est en domaine. OK. Puis, tu sais, qu'on parle de c'est un abonnement annuel, j'imagine, c'est un package annuel. Ben, ouais. Sur là. C'est contrat qui est 3 ans. OK. Fait que vous avez signé, mettons, 6 000, 10 000 pour 3 ans, that's it. Puis, jusqu'à date, le taux de renouvellement de la clientèle, c'est quelque chose d'intéressant? Ah oui, c'est vraiment intéressant. Au niveau des particuliers, c'est les moins, mais ça fait partie de ce but-là. Les particuliers, on veut leur transférer ces connaissances, on veut qu'ils apprennent à gérer les ruches. Alors, c'est sûr qu'à un moment donné, ça ils partent, puis c'est l'objectif, ils partent de leur profondeur. Là, le taux de rétention n'est pas super élevé. Au niveau des entreprises où l'objectif n'est jamais qu'eux s'occupent de la ruche, ils n'ont pas cet intérêt-là, c'est super élevé, c'est quasiment 100%. Ben, comme je disais, nous, la quantité de ruches qu'on a, même si on était 1000 fois plus gros qu'on en ce moment, ça sera encore négligeable comparé à la quantité de ruches qu'il y a dans le monde. C'est vraiment, c'est pas là qu'on a l'impact le plus fort. Donc nous, l'impact le plus fort, c'est plus sur la conscientisation. C'est les conversations qu'on a en ce moment, de dire « Ah, mais les abeilles, ça fait ça, ça pollinise nos fruits, nos légumes, ça su que si on n'a pas d'abeilles, on n'aurait pas de noix, on n'aurait pas de graines. » C'est ça l'impact qu'on a. Pour que les gens fassent dire « Ok, ben, peut-être qu'on aurait fait un peu plus attention, peut-être qu'on n'aurait pas mangé certains pesticides sur certains légumes, peut-être qu'on aurait mangé plus bio, peut-être qu'on aurait... » C'est plus là l'impact qu'on a. On doit faire attention à laisser des espaces encore sauvages pour que les abeilles puissent se nicher, tout ça. Donc le travail qu'on fait, je pense, c'est plus au niveau social, moins en tant que tel avec les ruches qu'on a. Oui, les ruches font quelque chose, mais négligeable comparé aux problèmes plus grands. Pour donner une idée, mettons une ruche, là, ça prend combien de temps avant qu'elle se subdivise? Ben, une ruche se subdivise à tous les ans. OK. Mais les taux de mortalité de ruches. Après, on prendra une petite question parce qu'on va laisser aller. Les taux de mortalité, cette année, c'est 70%. C'est-à-dire que si quelqu'un a 100 ruches qui met en hiver pour partir l'année, il reste juste 30 ruches à la fin de l'année. C'est très très difficile en ce moment-là. Nous, on est un peu plus chanceux parce qu'on est en ville, mais on vit quand même des pertes pas aussi grosses que ça, mais on en vit certaines. Mais ça, c'est une question de valeur. On ne voulait pas saper le monde dans la porte. Il n'y a pas, j'ai un flash, il me semble, il y a une coopérative d'apiculteurs à Montréal.
qui font, qui font de l'agriculture urbaine au final. Vite fait, qu'est-ce qui vous différencie? Qu'est-ce qui différencie votre produit versus eux? Ouais, eux, en fait, eux étaient là avant nous. Je sais pas ça fait ce qu'ils font maintenant. Là. Ils font. Je pense que leur objectif c'était plus de comme, faire une communauté d'agriculteurs à Montréal, que les gens se rencontrent, ces choses-là. Donc, il n'y a pas vraiment un service. Je pense qu'ils ont commencé, après que nous on l'a fait, ils ont commencé à faire un service parce qu'ils ont vu que ça marchait. Mais moi, je pense que ça va être. C'est bon. Je sais plus ce qu'ils font vraiment. Je pose cette question-là parce que parmi les analyses que nous on va devoir faire par la suite, c'est un peu. Je pense que c'est quelque chose Blue Ocean, Red Ocean. Non. C'est dans le fond des stratégies d'entreprise qui sont adaptées en fonction du marché dans lequel tu évolues. Le marché du miel au Québec, on a fait quelques recherches sur des chiffres, là. Je pense que tu saurais nous en parler, mais je pense que de toute manière, ce que vous faites, c'est pas du miel, c'est un service. Fait que vous avez trouvé le Blue Ocean à travers tout ça, dans le fond. Parce que comme tu dis, j'allais faire du miel, ça a été facile. Ben, tu l'as dit, t'as pas de compétiteur, tu sais. Tu parlais de la compétition, t'étais comme, il y en a pas. Donc, ça, c'est un Blue Ocean, ça veut dire que c'était pas installé comme un centre de yoga, là, où il y en a comme 12 autour de toi. Dans le fond, tu as pris une industrie, tu as trouvé la niche où il y avait personne qui n'était pas exploité, là où il y avait personne, puis tu as fait ton Blue Ocean avec ça. C'est ça qu'il va falloir qu'on fasse ressortir, puis c'est juste ça que je trouve ça super intéressant ce que vous faites. Parce que. Si vous voulez regarder la compétition dans votre analyse, prenez moins des gens qui font du miel, prenez pas l'industrie du miel, prenez pas l'industrie des miels de Montréal, juste comme ça, parce que c'est pas de la compétition, là, c'est comme plus prenez plus, disons, des gens qui compétitionnent dans le marché d'expérience pour les business. C'est des gens qui font, disons, des toits jardins, des gens qui viennent dans des entreprises pour faire des. Je sais pas, maintenant ils transforment des autobus, là, puis les gens ils montent en vélo dans l'autobus, je crois que c'est drôle, mais c'est ce monde-là qu'on compétitionne. C'est les budgets pour dire ben, qu'est-ce qu'on fait de spécial cette année qui est relié aux employés. Est-ce qu'on fait les ruches ou est-ce qu'on met tout le monde dans les deux quests? C'est comme. C'est exactement un modèle de franchise, sauf que c'est pas des franchises. C'est des branches. Ouais, mais c'est vraiment structuré comme. Si on voulait jeter dans les franchises, ça serait vraiment. Ouais, c'est bon. Parce que c'est des directeurs qui ne sont pas propriétaires, c'est des employés. Mais toute la structure est faite pour ces gens-là, ils prennent des décisions, ils ont leur manuel. Nous, une franchise de donner genre une business à quelqu'un qui a les manuels au partir de ça. C'est tout de même que ça se passe. Alors, eux, ils ont leur manuel, on a un camp de formation qui est au Manitoba où on a rien à la culture. Alors, tout le monde vient. Tous ceux qui sont en formation en première année vont au Manitoba pendant 2 semaines en formation. Ça. Comme une franchise fait, comme un McDo à l'école, whatever. Puis après, ils ont la flexibilité sur certaines de leurs décisions, mais pas sur toutes les décisions. Puis on a du monde qui va les visiter à tous les mois pour s'assurer que tout va bien. C'est vraiment. De l'extérieur, ça ressemble vraiment à un modèle de franchise, c'est juste que de manière. Regardez tout le temps. Ben, la personne, au lieu d'être propriétaire, est employée. Mais on pourrait ajouter quelqu'un qui serait propriétaire assez facilement. Pensez-vous franchiser ou. On va passer beaucoup là, c'est plus compliqué de franchiser aussi. Là. Mais notre compromis, c'était de le faire comme si on le faisait, mais que c'était pas. C'est presque quand on le fait, mais c'est une business qui n'est pas facile non plus. C'est aussi d'avoir les bonnes personnes en place pour être capable de réaliser ça aussi. Ouais. Mais disons, c'est pas comme faire de la pizza, là, tu sais. C'est pas comme faire des sandwichs. Sandwich, on est tous un peu capables de faire ça, puis là, c'est comme ils ont fait ça, next level, ça va, mais on fait ça. L'agriculture, c'est un peu genre. Avoir des camions avec 25 ruches, puis on sait qu'il y avait chaque qui se pouvait dans le centre-ville, ça s'installer sur les toits, jouer avec la nature constamment, ça devient une business quand même assez complexe. Alors. Cool. Bon, on va get started avec celle-ci. Yes. Vous avez quand même l'avantage. Oui, mais les yeux, c'est les compétiteurs. Il y a quand même cet avantage pour les entreprises qui font ce type d'affaires-là au Québec, qu'on a une loi que c'est 1% des revenus. Ouais, mais nous, on rentre pas vraiment là-dedans. Non? Non, il faut que tu sois une organisme accrédité pour ça. OK. Puis ça c'est compliqué, il faut que tous tes employés suivent des formations assez poussées. Puis ça fait du sens si tu es vraiment juste en train de vendre de la formation. Mais nous, on a tellement besoin de former notre monde en agriculture, tout ça, que de former encore plus, des... Non, mais je parle pour les entreprises qui prennent, qui retiennent le service, dans le fond, eux, ça peut passer sur ce budget-là. Non, pas si c'est pas un formateur accrédité. OK. Faudrait que nous, on soit une organisation je pensais de que ça formation rentrait accréditée. parce que tu sais, tu as l'aspect de formation, tu as aussi le team building, là, je sais pas en français.
ça comment ça, mais puis aussi vous avoir un budget pour ça. Donc, ok, j'avais assumé que. Ouais, non, mais pour ça, il existe, là, puis on l'a regardé souvent, mais c'est pas. Peut-être à un moment donné, mais pour nous, en ce moment, c'est ça. Ouais. Ok. Si tu pouvais recommencer du début, y a des choses que tu ferais différemment parce que. Ouais, je pense que je mettrais plus d'emphase sur les ventes. Okay. Comme on a fait beaucoup d'emphase au côté. Beaucoup d'emphase au côté mission, c'est vraiment de placer tout ce qu'on voulait. Je pense que on va quand même de ce maintenant, mais c'est super important au début de comme clarifier c'était quoi l'objectif de l'alvéole in the grand picture, puis c'est quoi qu'on allait aller, puis qu'est-ce qu'on allait faire comme changer le monde, ce genre de type. C'était clarifié en mots, puis aussi en service, puis c'est quoi ce qu'on faisait. Puis ça nous a pris longtemps peut-être à attacher le côté, trouver exactement le client cible, être capable de l'attaquer facilement et efficacement. Donc là c'est pas facile, mais on est quand même 5 ans plus tard, on aurait pu. Je sais pas si on l'aurait trouvé, mais on aurait pu trouver notre client cible un peu plus rapidement. Ok. Puis dans je pense que j'ai beaucoup d'amis qui ont des business, ça, puis on peut passer beaucoup de temps à tourner en cercle, à se dire c'est du monde. Finalement, c'est ce que tu vends qui détermine un peu ce que tu es, puis c'est comme ça que tu avances. Si tu passes 3 ans à te demander qu'est-ce que tu es, puis après le client dit ben, moi ça m'intéresse pas vraiment ce que tu es, mais que juste une petite variation ça m'intéresse, ben, ça te permet quand même d'avancer un peu plus rapidement pour déterminer qu'est-ce qu'on fonctionne dans un marché. Puis, bon, on en parlait un peu tantôt, mais la vision pour l'avenir de l'alvéole, les objectifs que vous avez fixés, puis, dans le fond, c'est quoi la continuité? Ben, c'est ça, on a un modèle où on est actif dans des centres urbains, on installe des pôles, finalement, là, où on a des clients là, on a une équipe, tout ça. Donc là, en ce moment, on a 3 pôles, on est au Québec, Montréal. On va en ouvrir 4 autres. Dans le futur, on va aussi ouvrir plus de. Ouais, est-ce que vous avez comme